Le canal de Panama est d'une importance cruciale pour le commerce maritime international. Des travaux d'élargissement sont actuellement en cours. Il y a même des États voisins du Panama qui ont des projets concurrents dans l'isthme centra-américain. Donc, exactement 100 ans après son inauguration, comment se porte aujourd'hui le canal de Panama? Le Panama est en Amérique centrale, bordé par les océans Atlantique et Pacifique. Le canal qui traverse l'isthme de Panama, long d'environ 80 km, relie donc ces deux océans. Aujourd'hui, une quarantaine de navires y passent chaque jour, soit plus de 14 000 navires chaque année. Le volume de marchandises transportées s'élève à plus de 300 millions de tonnes par an, soit environ 4% du trafic maritime mondial. En regardant un planisphère, on comprend que l'ouverture du canal a bouleversé le transport maritime mondial et de ce fait l'économie mondiale. Car avant le percement du canal, un bateau partant de New York et allant à San Francisco devait parcourir 22 000 km en passant par le Cap Horn. Après l'ouverture du canal de Panama en 1914, ce trajet est réduit à 9 000 km. C'est devenu le passage le plus court pour relier les côtes ouest et est du continent américain, mais aussi la côte est du continent américain et l'Asie de l'Est, ainsi que l'Europe de l'Ouest et la côte ouest du continent américain. Ce projet trouve son origine dans le passage de la marine à voile à la marine à vapeur, qui entraîne le développement du commerce maritime mondial. En 1869, le canal de Suez est ouvert au Moyen-Orient. L'ingénieur français Ferdinand de Lesseps, qui a dirigé les travaux, veut retenter l'exploit dans l'isthme de Panama. Il obtient l'autorisation de la Colombie, à l'époque États-Unis de Colombie, auquel le Panama est rattaché. Les travaux débutent en 1882, mais les difficultés s'accumulent. Maladies, accidents, erreurs de conception, tout cela retarde les travaux. Puis, le scandale politique financier éclate en France autour du financement du canal, et cela conduit à l'arrêt des travaux en 1889. Les États-Unis veulent reprendre le projet, mais ils exigent du gouvernement colombien une quasi-souveraineté sur la zone du canal. La Colombie refuse, et les États-Unis soutiennent alors en sous-main le mouvement indépendantiste panaméen. Et le 3 novembre 1903, le Panama se déclare indépendant de la Colombie avec l'appui des États-Unis. Et seulement 2 semaines plus tard, les deux pays signent le traité Ay-Bunau-Varilla, par lequel le Panama vend aux États-Unis une concession pour construire le canal et cède sur la zone une souveraineté à perpétuité. Tout cela pour un montant de 10 millions de dollars et une rente annuelle de 250 000 dollars, ce qui est peu au regard de ce que va rapporter le canal aux États-Unis d'Amérique. En 1904, les États-Unis reprennent les travaux entamés par les Français et le canal est inauguré en 1914. En 1977, les États-Unis rétrocèdent au Panama leur souveraineté sur le territoire du canal à l'issue du traité Carter-Trujillo et la rétrocession devient effective le 31 décembre 1999. Le canal aujourd'hui est l'un des piliers de l'économie du Panama. Il contribue directement à l'économie panaméenne grâce aux droits de passage payés à l'État par les navires qui transitent par le canal chaque jour. Il représentait à eux seuls 7% du PIB en 2008 et il y contribue indirectement aussi grâce aux retombées du trafic maritime qui ont permis la création de nouveaux services et emplois. Cela représentait au total 22% du PIB du pays, toujours en 2008. Curieusement, il est difficile de trouver des données récentes. Depuis son ouverture en 1914, le volume de marchandises qui transitent chaque année par le canal a considérablement augmenté, grâce notamment à l'accroissement du trafic entre la côte est des États-Unis et l'est de l'Asie. Sauf qu'aujourd'hui, le canal arrive à saturation. 40 navires par jour, cela correspond à la capacité maximale du canal. L'intensité du trafic a rallongé la durée nécessaire pour le traverser. La taille des navires construits a beaucoup augmenté, si bien que certains ne peuvent plus passer par le canal. On les appelle les post-Panamax. Et aujourd'hui, en plus, leur nombre est en augmentation. Donc un projet d'élargissement du canal est soumis par référendum en 2006 à la population du Panama
et a récolté 78% de oui, vous voyez là, les bulletins de vote du référendum de 2006. Alors en quoi consiste le projet? Voici une coupe du canal de Panama avant le début des travaux. Le système d'écluses permet aux navires d'accéder au lac Gatun, dont le niveau est plus élevé que celui des océans, puis de redescendre vers l'Atlantique et le Pacifique. Maintenant, voici les travaux prévus. Chacune des entrées du canal sera approfondie et élargie pour permettre aux plus gros navires, les post-Panamax, de passer. Pour assurer le transit de ces gros navires, une nouvelle voie de navigation ainsi qu'un nouveau jeu d'écluses seront installés de chaque côté du canal. Enfin, les travaux seront réalisés pour augmenter le niveau des eaux du lac Gatun qui sert de réservoir aux écluses. Grâce à ces travaux, le volume de marchandises transportées pourrait passer de 300 à 600 millions de tonnes par an. Le chantier a débuté en 2007, il devrait s'achever en 2015 pour un coût de un peu plus de 5 milliards de dollars, financé par des prêts et par l'augmentation des droits de péage. Aujourd'hui, les travaux ne sont pas encore terminés. Or, on constate que certains navires en circulation dépassent déjà le futur gabarit du canal. Et de plus, sont apparus des projets voisins de l'isthme visant à concurrencer le canal. L'objectif de ces projets est de profiter de la saturation du canal de Panama et de l'augmentation du trafic maritime et du commerce entre les États-Unis et l'Asie. Et le projet du Nicaragua est celui qui est le plus ambitieux. En juin 2013, une loi a été adoptée par le Parlement du Nicaragua, accordant la concession pour la réalisation du canal à une entreprise hongkongaise, la Hong Kong Nicaragua Development. L'entreprise a acquis cette concession pour une durée de 50 ans, contre le versement d'une redevance annuelle de 10 millions de dollars à l'État nicaraguayen et une part croissante accordée à l'État dans le capital de l'entreprise. 6 trajets sont envisagés et tous passent par le lac Nicaragua. Ce projet devrait aussi s'accompagner de la construction d'une voie ferrée, d'un aéroport, de 2 ports, d'un oléoduc et la mise en place de 2 zones franches. Le coût du projet s'élèverait à 40 milliards de dollars, soit 4 fois le montant du PIB du Nicaragua, et son financement devrait être entièrement privé. Le chantier pourrait durer près d'une décennie, mais les études de faisabilité pour le moment ne sont pas encore terminées. Et selon le gouvernement de Managua, le percement du canal devrait stimuler la croissance du PIB du pays et créer des emplois. Et pourtant, malgré ces perspectives, le projet ne fait pas l'unanimité. Car la société qui a acquis la concession pour réaliser le canal a le droit d'exproprier les terrains nécessaires à la construction. Vous voyez là la carte localisant les populations indigènes du pays. Quel que soit le tracé retenu, certaines populations devront quitter leurs terres. C'est pourquoi les représentants des communautés indigènes et créoles de la région autonome de l'Atlantique Sud ont déposé un recours auprès de la Cour suprême contre la loi accordant cette concession. Par ailleurs, tous ces tracés traversent des aires naturelles protégées ainsi que le lac Nicaragua, qui est la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique centrale. Le percement de ce canal pourrait donc entraîner des déplacements de population, une importante déforestation, la destruction de l'habitat de nombreuses espèces, sans compter la pollution du lac Nicaragua. Alors, est-ce que ce projet peut vraiment rivaliser avec le canal de Panama? Si on regarde une carte, on comprend que le canal du Nicaragua est de fait un sérieux concurrent parce que son tracé mesurerait 200 km de plus que celui de Panama, mais il réduirait de 800 km le trajet entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Il permettrait aussi le transit de navires trop larges pour passer par Panama, sauf que ce projet pourrait devenir en fait caduc avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes en Arctique. Allons voir en Arctique les passages du nord-est et du nord-ouest. Durant la plus grande partie de l'année, cette région est recouverte par la banquise, si bien que les navires ne peuvent naviguer. Mais avec le réchauffement climatique, la période durant laquelle le passage est libre de glace s'allonge chaque année. Le réchauffement climatique conduirait donc à la création de nouvelles routes, particulièrement intéressantes pour les navires de commerce. Car pour aller de New York à Yokohama, en passant par le canal de Panama,
il faut parcourir plus de 18 000 km et on passe à 15 000 km en utilisant le passage du Nord-Ouest. Alors pour l'instant, les conditions de navigation dans le passage du Nord-Ouest ne permettent pas d'en faire une route maritime susceptible de concurrencer le canal de Panama, mais cela viendra, et cela viendra, à mon avis, avant 2020. Alors, 3 éléments pour conclure. En décembre 2013, le consortium chargé des travaux d'élargissement du canal de Panama, conduit par l'Espagnol SACIR, a demandé une rallonge de 1,5 milliard de dollars pour surcoût imprévu. Il menace de suspendre les travaux, donc une médiation a été mise en place entre les autorités panaméennes et les autorités espagnoles pour tenter de trouver une solution. Deuxièmement, à Managua, il a été annoncé que les travaux du canal du Nicaragua allaient commencer en décembre 2014. Et troisièmement, pendant ce temps-là, de nouvelles routes maritimes pourraient s'ouvrir, car notre climat se réchauffe, la fonte des glaces se confirme et s'accélère dans l'Arctique. Sur ce sujet, vous pouvez lire The Panama Canal de Robert Aguirre, publié chez Nishoff Publishers. C'est une collection sur les détroits internationaux du monde. Et puis la revue Esprit, dans sa livraison de décembre 2013, un très intéressant questionnement autour de la vision européenne de l'histoire du monde. Et puis j'en profite pour vous remercier de tous les commentaires que vous postez sur notre site du Dessous des cartes à propos de l'émission et sur les réseaux sociaux. Sachez que nous les lisons tous.